On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec Benoît au Studio Marois pour ce deuxième Digitalk. Alors c'est vrai que depuis quelques mois, on vous parle beaucoup d'événements digitales avec Benoît. On vous parle à travers les posts qu'on fait sur les réseaux sociaux, à travers le contenu qu'on partage sur Committee et puis à travers la formation Digital qu'on co-anime. Donc on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait vous parler d'événements hybrides. Oui, effectivement, l'événement hybride, on en entend beaucoup parler. C'est une réalité qui est en train d'arriver. Moi, je sais que sur mon métier de concepteur-rédacteur, j'ai des briefs qui tombent sur de l'événementiel hybride, plutôt pour septembre 2021, mais même pour la fin d'année, juin. C'est des choses qu'on voit arriver. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on se prépare à ce nouveau format? Parce que c'est vraiment un nouveau format. On a tous pris le virage du digital. Le digital, on en fait depuis 1 an maintenant. Sauf que ces événements hybrides, c'est une nouvelle manière il va falloir associer et à la fois le présentiel et à la fois le distanciel. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait? Et donc, l'idée, c'est de partager aujourd'hui avec vous cette vision des choses qu'on peut avoir. Mais l'idée, c'est que vous partagiez vous aussi cette vision des choses que vous pouvez avoir par rapport à ce qu'on va pouvoir dire, ce qu'on va pouvoir échanger. Donc, n'hésitez pas. Ce Digitalk, c'est le nôtre, mais c'est surtout le vôtre. Donc, partageons ensemble. Vous avez Déby qui gère le chat avec vous. N'hésitez pas à liker les questions qui sont intéressantes, que vous trouvez pertinentes, et on prendra le temps, au fur et à mesure de la session, de répondre à ces questions. Allez, on va attaquer avec la première séquence. C'est quoi un événement hybride ? Alors, un événement hybride, vous en avez très certainement entendu parler. Il y a beaucoup de manières de voir les choses. Alors, nous, avec Benoît, on a choisi notre camp. On a choisi notre vision. Et comme sur l'événement digital, on considère que le cœur de l'événement digital, on le conçoit pour l'expérience du participant. On le met au centre de nos préoccupations. On part du principe que sur l'hybride, c'est la même chose. Donc, sur l'hybride, c'est quand vous avez une audience à distance et une audience en présentiel. Pour nous, l'hybride, c'est ça. C'est justement comment on va commencer à concevoir des formats événementiels qui vont être aussi bons pour les gens en présentiel que pour les gens en distanciel. Donc je crois qu'on part de ce principe-là et on va regarder. Ça sous-entend plusieurs choses. Et la première, c'est qu'on a identifié 4 niveaux sur l'événement hybride. Donc on va vous les présenter tout de suite. Mais avant, on va vous proposer, au fur et à mesure qu'on présente ces différents niveaux, de pouvoir nous donner votre ressenti. Ce qu'on voudrait savoir, c'est vous, aujourd'hui, quand vous commencez à réfléchir, à travailler, à produire potentiellement de l'événement hybride, comment vous vous sentez? Est-ce que vous allez plutôt vers un niveau 1, un niveau 2? Vous allez voir, on va vous montrer tout ça. Donc, on vous propose tout de suite de pouvoir, au fur et à mesure qu'on vous présente les différents niveaux, voter et de nous dire un peu comment vous vous positionnez au jour d'aujourd'hui. Ça vous permettra de savoir d'où vous partez et jusqu'où vous pourrez aller. Alors, ce niveau 1, ça dit quoi? Alors, ce niveau 1, c'est je vais concentrer mon attention sur la version digitale. Concentrer mon attention sur la version digitale, ça veut dire que je vais organiser un événement digital parfait et que je vais délaisser en fait volontairement le public qui est en présentiel. Alors quand je dis volontairement, c'est pas que je vais pas les recevoir avec des petits fours, des choses comme ça, on va quand même s'en occuper, mais je vais faire en sorte que la partie réalisation soit plutôt concentrée sur les personnes qui sont à distance et si mes participants en salle ne voient pas forcément parfaitement bien les choses, eh ben c'est pas grave parce qu'ils vont avoir sans doute d'autres choses et d'autres moments à vivre, d'autres temps de rencontre. Et surtout, je vais focaliser mon attention sur les replays de mon événement. Voilà, ça c'est le niveau 1A, et forcément, si je me concentre sur la version digitale, il y a son pendant, et le pendant c'est le niveau 1B. Agathe ? Exactement. Donc c'est le tout juste inverse, c'est-à-dire que vous allez plutôt concevoir votre événement pour du présentiel. Donc il va être parfaitement organisé et orchestré pour être superbement prêt pour du présentiel, sur place. Et à côté de ça, vous allez quand même ouvrir la porte au distanciel, par exemple avec un stream. Mais ça va être effectivement une mineure de votre événement. Oui, c'est ça. Et puis ensuite, on a le niveau 2. Le niveau 2, on va un petit peu plus loin. En gros, je vais créer un événement où chaque public va avoir le même contenu, mais avec un parcours qui n'est pas forcément tout à fait... qui est un parcours qui est identique en amont et après l'événement, mais qui sur place est forcément un peu différent.
D'accord ? C'est-à-dire que le public à distance va regarder son événement à distance et je vais faire en sorte de l'impliquer, de l'intégrer de manière beaucoup plus présente et je vais avoir ce qu'on appelle des points de rencontre, des points de contact entre les deux audiences. Faire en sorte que chacun puisse se parler, échanger et qu'on n'ait pas deux parties complètement différentes là-dessus. Ça, c'est le niveau 2. Puis ensuite, si on va encore un petit peu plus loin, on a le niveau 3. Là, le niveau 3, c'est là où on commence vraiment à être quelque chose de très intéressant en termes de conception et d'expérience, puisqu'on a des parcours et des expériences qui vont être totalement différenciés. Donc, vous allez concevoir un véritable événement présentiel et un véritable événement digital. Donc, c'est là qu'on va commencer à réfléchir à la possibilité d'avoir 2 équipes projets, parce qu'on va vraiment, même si on a le même chapeau, le même contenu, c'est la manière dont on va le délivrer qui va être totalement différente. Donc on travaille sur des parcours différenciés, et ce n'est pas parce qu'ils sont différenciés, ces parcours qui sont complètement opposés. Donc on va quand même essayer de créer des points de rencontre, des points d'échange entre vos différentes audiences. C'est là qu'on va aller chercher effectivement tout l'intérêt et tous les ponts qu'on va pouvoir créer entre les différentes audiences présentes. Et ensuite, on a le niveau 4. Alors, niveau 4, c'est, je vais vous demander de faire preuve sans doute d'un peu d'imagination, mais c'est de se dire que l'événement d'aujourd'hui peut être complètement chamboulé par rapport à ce qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on va être hybride à tous les niveaux avec du multiformat et du multipublic. C'est-à-dire que pour moi, pour nous, on va venir mixer en fait les événements les uns avec les autres. Par exemple, j'ai un type d'événement présentiel avec une cible bien dédiée, par exemple des journalistes, et un autre type d'événement en distanciel qui va se passer au même moment. On va pouvoir utiliser sans doute des images ou prévoir des expériences très très différentes. Et l'idée, en fait, c'est sans doute l'axe que les annonceurs vont pouvoir prendre, hein, c'est-à-dire de mixer en fait l'intégralité des publics, parce que le digital nous a montré qu'on pouvait se permettre ces aspects-là. Alors ça, très clairement, je ne pense pas qu'on le vive immédiatement, en tous les cas dans les 6 prochains mois, mais c'est sans doute une tendance qu'on devrait voir apparaître, et l'événement en fait va retrouver sa place quelque part de vrais produits d'entertainment grand public qui mixent l'entreprise à l'intérieur. Donc voilà, plein de choses hyper intéressantes, mais sur ce niveau 4, j'ai presque envie de dire, rassurez-vous, ce n'est pas pour tout de suite. Donc on vous a balayé un peu les 4 niveaux. Donc on aimerait savoir comment vous positionnez. Donc on va regarder tout de suite les différents résultats et où est-ce qu'aujourd'hui vous vous positionnez. Donc, alors, je crois qu'il y a une majorité sur le C, a priori. Donc ouais, le niveau déjà 2. Quelques-uns sur le niveau 4. C'est plutôt encourageant et effectivement, on voit qu'il y a pas mal de monde. Donc là, on peut voir aussi que vous êtes 69 connectés avec nous. On sait qu'il y en a beaucoup qui se sont inscrits et qui regarderont sans doute le replay de ce webinaire. C'est 69 votants, mais on est 200 en fait. On est 200 inscrits. Ah. Donc 42% sur la partie sur le niveau 2, l'événement avec 2 publics et le même contenu. 13% sur le niveau 3 avec un événement, 2 publics et un parcours différencié. 17% qui sont aujourd'hui vraiment qui concentrent leur attention sur la partie digitale, et j'ai envie de dire c'est déjà pas mal. Et puis effectivement 10% qui vont concentrer leur attention sur la version présentielle. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même pas mal de disparités en termes de positionnement. Ça dépend sans doute aussi des questions et des niveaux en fait, auxquels chacun peut se positionner par rapport aux événements que vous avez pu faire, etc. Forcément, c'est propre à chacun. Exactement. On passe peut-être à une première séquence de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les... On les reçoit, elles sont là, on les regarde et on va justement commenter les questions qui sont les plus likées. Donc vous pouvez, dans la partie mur de questions que vous avez sur le côté, vous pouvez liker les questions. Donc n'hésitez pas effectivement à le faire, à nous poser toutes vos questions. Et au fur et à mesure de la présentation, on va aller vous répondre à vos questions. Donc il y a une première question qui est bien évidemment sur le budget, hein, parce que c'est le nerf de la guerre, on le sait tous. On sait que l'événement digital aujourd'hui, on arrive à travailler sur des budgets
équivalents à ceux du présentiel, parce qu'on économise sur la logistique et on va justement réimpacter ce coût sur de la plateforme, sur de la création de contenu, sur de l'accompagnement d'écriture ou des choses comme ça, pour être beaucoup plus efficace. Donc effectivement, quand on arrive à se dire qu'on va avoir un vrai présentiel et un vrai distanciel, est-ce que c'est double budget ? En fait, ça va sans doute être double budget. C'est pour ça que le niveau 4 va être intéressant, d'arriver à mixer en fait les différents publics et les différents événements. Pour se dire, je travaille avec une seule plateforme et sans doute avec des plateformes digitales qui sont pensées sur la durée et non plus sur des one-shots, mais qu'on travaille vraiment avec des plateformes propres à chaque annonceur et peut-être même si on va un peu plus loin, propre à chaque agence avec les éléments. Donc voilà, c'est sans doute un des éléments. Le deuxième élément pour convaincre les clients de dépenser plus, c'est aussi de leur montrer la compréhension qu'on peut avoir des publics à distance et des publics en physique. On n'est pas du tout sur les mêmes enjeux. On va le voir avec la suite, le grand dossier de l'événement hybride, les 5 clés dont on a pu parler. Et je vois qu'il y a également une question qui a été pas mal likée sur comment favoriser l'interactivité entre public présentiel et virtuel. On y arrive. C'est notre grande question du jour. C'est la grande question du jour. Mais pour en revenir à la question budgétaire, c'est aussi l'intérêt de vous avoir partagé ces principes de niveau. C'est parce qu'en fonction de l'enveloppe budgétaire que vous allez avoir, vous n'allez pas forcément pouvoir passer au niveau 4 directement. C'est là où il va falloir essayer de moduler, savoir à quel public vous souhaitez vous adresser en priorité, s'il y a une importance spécifique des uns versus des autres, et puis de définir comme ça où est-ce que vous allez mettre le poids du corps et le poids budgétaire au final, plus spécifiquement. Donc c'est là où effectivement le budget, ça va aussi dicter certains choix. Oui, complètement. On a une question d'Élise. On ressent quand même un ras-le-bol du digital. Que recommandez-vous pour pallier à ça ? Du bon digital, je dirais. En fait, du bon digital. Et le bon digital, c'est surtout une écriture qui est travaillée et qui est pensée pour le digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors c'est un faux exemple puisque on est sur un plateau, on fait un peu le côté émission télé et tout ça, mais en fait l'idée c'est d'aller beaucoup plus loin que ça et c'est d'avoir une écriture qui est vraiment pensée pour le digital, pour ce média digital. Voilà. Réussir à identifier des mécanismes et à parfaitement comprendre, encore une fois, l'usage que les personnes peuvent faire du digital. C'est-à-dire que si on vient leur proposer des événements et des expériences qui ne sont pas des expériences, c'est-à-dire qui sont presque copier-coller de l'événement physique avec un peu d'amélioration, un peu d'interactivité, de fait, on va difficilement réussir à les engager. Parce que quand on est sur la partie digitale, très clairement, on a moins de temps à disposition. Si par exemple, avec moins de temps à disposition, j'ai une concentration qui est moindre, je ne suis pas chez moi non plus. Je ne suis pas au sein de mon bureau ou dans un espace qui est forcément dédié. L'environnement va compter. Et donc, on ne peut pas travailler l'événement digital de la même manière que l'événement physique. Et en fait, ce ras-le-bol, il va, pour nous, sans doute être travaillé davantage avec une notion de rythme, d'écriture et donc d'engagement par l'expérience des participants. C'est dans le séquençage effectivement très court de votre événement que vous allez aller chercher toutes les 5 minutes de l'interaction, aller chercher des changements de format, aller chercher du dynamisme qui justement va sortir de ce qu'on a parfois l'habitude de voir, qui sont encore un petit peu trop longs, un petit peu trop fleuves, et qui du coup rapidement on s'ennuie. Et je pense que le ras-le-bol il est lié à la visio, qui a été quand même un peu trop présente, et aujourd'hui à un format de véritable événement digital qui est aujourd'hui plus présent. Il y a beaucoup d'agences qui font ça très bien. Maintenant, il faut diffuser ce message, et c'est ce qu'on s'évertue à faire effectivement. Ouais. Nous, de notre côté. On passe au grand dossier ? On passe au grand dossier. Alors, toutes les questions, avant de passer au grand dossier, toutes les questions que vous avez, on prendra le temps d'y répondre, sans doute à l'issue elles ne sont pas perdues, bien au contraire, si on n'a pas le temps de répondre à tout, on prendra le temps d'y répondre à l'issue de ce webinaire avec des communications spécifiques. Allez, on passe de l'événement digital. Alors, là, pour le coup, on a des sujets il y a plein de sujets sur l'événement hybride. Il y en a beaucoup qui sont à traiter. Nous, on a identifié 5 clés. En vrai, il y en a un peu plus. L'idée, c'est de voir un peu comment ce qu'on va pouvoir. La première de ces clés, c'est gérer le faire rester et le faire venir. En fait,
on va passer sur l'événement hybride et sur l'événement, puisqu'on a et du physique et du digital, c'est deux mondes qui s'opposent. C'est deux visions de l'événement qui s'opposent. La première, c'est que sur l'événement physique, on gère le groupe, alors que sur l'événement digital, on gère l'individu. Sur l'événement physique, on gère le contenu, alors que sur l'événement digital, ce qui va compter, c'est la manière de délivrer ce contenu. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est d'arriver à faire rester sur l'événement digital, gagner la guerre de l'attention, et à faire venir sur l'événement physique. Parce qu'en fait, c'est facile de se connecter, c'est facile de se déconnecter. Mais sur le physique, c'est facile de venir, mais c'est difficile de repartir. Voilà. Et en fait, le mouvement et l'engagement ne sont pas forcément les mêmes sur ces deux éléments. Et donc, ce qu'il va falloir qu'on maîtrise pour gérer, et c'est vraiment la première clé, c'est d'arriver à gérer une maîtrise de l'usage, notamment du digital, pour faire rester les participants. Et si les participants à distance restent, eh bien, ceux qui seront aussi en physique, ils seront aussi emballés en fait par la réalisation, par le contenu, par le rythme qu'on va pouvoir apporter à tous ces participants. L'écriture, le rythme, et en fait, c'est la capacité à étendre l'événement dans la durée. Ne plus réfléchir, y compris pour ceux qui sont en physique, le live comme étant le tout, mais le live comme étant un point de passage, mais surtout un point de rencontre, un point d'échange, un point de partage. Ça rejoint effectivement notre deuxième point, qui est celui de penser double parcours. Parce qu'en fait, le parcours de votre participant, donc de l'ensemble de votre audience, elle va commencer dans l'URL, puisque vous avez la partie inscription. Vous avez aussi ce qu'on fait aujourd'hui dans du digital, vous allez faire du onboarding, vous pouvez communiquer en pré-event, en partageant des contenus, en proposant de l'interaction. Vous pouvez déjà travailler sur cette partie pré-event dans l'URL. Donc ça, c'est une partie commune à vos deux audiences sur l'hybride. Sauf que le jour J, ces deux audiences, elles vont commencer à se séparer. Vous avez d'un côté vos participants en présentiel qui, eux, vont vivre l'accueil dans un lieu spécifique, la partie traiteur, la partie décorum en fait du lieu, et on a ce côté scène, on a ce côté contact, donc ça crée en fait de l'émotion, ça crée quelque chose de bien présent à l'esprit. Et à côté de ça, le reste de votre audience, elle est toujours dans l'URL. Donc on a l'IRL, le in real life d'un côté, et puis on a toujours cette audience qui est dans l'URL, qui vit votre événement sur une page web, qui va regarder votre live dans une petite fenêtre. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment penser à chaque temps et quel est le parcours spécifique de votre audience pour arriver à lui proposer à chacun d'entre eux une expérience optimisée. Et c'est comme ça qu'on va arriver, parce qu'il y a souvent la question qui se pose de dire est-ce qu'on ne va pas cannibaliser le présentiel à cause du digital ou cannibaliser le digital à cause du présentiel ? C'est dans l'expérience et dans la qualité de l'expérience que vous allez offrir qui va faire la différence. Si vous êtes plutôt présentiel, comment vous allez traiter vos happy few qui vont être invités sur place? Qu'est-ce que vous leur proposez à eux qui va les motiver? C'est aussi le faire venir qui est très fort, comme disait Benoît tout à l'heure. Et puis dans le digital, comment vous allez les faire rester? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont trouver d'intéressant à participer à votre événement digital? Donc c'est là qu'il faut peser les motivations des uns et des autres et vous dire qu'est-ce que je leur offre pour qu'ils aient envie de venir en présentiel ou qu'ils aient envie de se connecter et de rester connectés. Donc ça, c'est la deuxième clé. On attaque avec la troisième. Troisième clé, c'est d'avoir une réalisation qui est centrée sur le digital. Alors, c'est ce qu'explique Agathe, en fait, quand on dit on a la version URL. C'est-à-dire que cette version URL, c'est l'écran, c'est la fenêtre par laquelle vous allez regarder l'événement quand vous êtes à distance. Et la problématique, c'est qu'on a des participants c'est vous qui dictez, en fait, la réalisation. Alors que quand on est présent physiquement, c'est moi, en tant que participant, qui peut regarder où je veux, qui peut participer un petit peu comme je veux. Je peux discuter avec les personnes qui sont à côté de moi, je peux regarder la technique, je peux regarder la régie, mais je n'ai pas mon attention qui est concentrée 100% sur la scène, sur ce qui se passe sur la scène. Et en fait, sur un événement hybride, il faut aller prendre le meilleur du digital. Et donc avoir une réalisation qui est centrée sur le digital parce que vous allez capitaliser sur l'impact de votre événement. Sur le digital, sur l'événement physique, je peux me permettre d'avoir des temps de pause, d'avoir des temps d'arrêt pour les applaudissements, pour des montées sur scène si on est sur des événements corporate. Sur le digital, je ne peux pas me permettre ces moments-là puisque le moindre temps de silence va créer des temps qui sont un peu malaisants et qui vont donner envie de se déconnecter. Donc le rythme est très important et donc cette réalisation centrée sur le digital, elle l'est d'autant plus. Et le dernier élément sur ce troisième point qui est à retenir, c'est que ça va servir aussi au no-show
quoi qu'il arrive, parce que ça va permettre de les impliquer et d'avoir un rythme en fait qui est suffisant pour les engager même à l'issue du live. Et encore une fois, c'est ce que je vous expliquais, c'est de travailler sur le fait d'étendre votre événement, de le travailler avec plein d'activations. Et donc, si je sais que j'ai eu peu de personnes qui étaient intéressées, ou en tous les cas qui étaient impliquées sur mon événement, sur la partie physique, etc., je vais faire en sorte de rebasculer des messages, donc de reconstruire les messages que je pouvais imaginer sur l'après-événement. Donc ça va impliquer réalisation, mouvement de caméra et surtout engagement et, j'ai envie de dire, répétition, 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 pour pouvoir avoir ce rythme et cette fluidité en fait qu'on peut attendre d'un événement. Exactement. Quatrième clé, alors on a vu effectivement qu'on avait beaucoup de questions sur l'interactivité et on va creuser juste après, mais c'est vrai que l'interactivité c'est une des clés de l'événement hybride, comme ça l'est sur l'événement digital. Clairement, cette fameuse guerre de l'attention dont on parle, comment je vais aller impliquer, engager, aller chercher ce participant qui est derrière son écran et lui donner envie de rester concentré et d'interagir avec notre contenu, avec notre événement, c'est grâce à l'interactivité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des solutions qui vous permettent de créer de l'interactivité au même niveau pour vos participants qui vont être en distanciel, donc via la plateforme ou via leur mobile, et des participants qui vont être en présentiel, qui vont aussi pouvoir interagir via leur mobile. Donc vous créez comme ça un pont, vous créez un même niveau d'interactivité entre l'ensemble de votre audience qui va pouvoir interagir en direct avec vos contenus. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Et ça nous amène au deuxième point, qui est la question de la latence. Parce qu'effectivement, à partir du moment où vous voulez travailler sur le même tempo avec l'ensemble de vos audiences, attention à la problématique de la latence sur l'interactivité pour votre public qui est à distance. Si vous avez une trop forte latence, on va avoir un gros décalage entre les personnes qui sont en salle qui vont voter et qui vont devoir attendre la réponse des gens qui sont à distance. Donc sachez qu'il y a des solutions techniques pour ça. Vous pouvez vous retourner vers vos prestataires techniques, vers les streamers, vers les prestataires de plateformes qui vont pouvoir vous conseiller. Il existe des encodeurs qui sont ultra faible latence. Typiquement, nous, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour être connecté avec vous le plus rapidement possible. Donc, la solution Stream SparkUp qu'on utilise est en ultra faible latence aujourd'hui. Donc voilà, ça, c'est des solutions qui sont intéressantes pour vous. Et puis, vous avez aussi des solutions dans le cloud. Donc voilà, ça, c'est des choses que vous allez pouvoir creuser pour offrir la meilleure expérience d'interactivité avec la plus faible latence. Il y a des premières expérimentations d'ailleurs sur la partie cloud, notamment comment est-ce qu'on intègre les participants, les intervenants à distance. Et en les intégrant dans le cloud, ça va permettre d'avoir des temps de latence qui sont puisque la latence est différente entre la visio et le stream. Et donc en fait, c'est sur ces éléments-là qu'on va pouvoir jouer. On prend une petite question avant de passer à la suite. On a Michael. Bonjour Michael, qui nous pose la question, qui nous dit comment convaincre les exposants que la préparation en hybride est plus complexe qu'en présentiel, voire en digital. J'ai envie de dire, la question ne se pose pas que pour les exposants. Elle va aussi se poser de manière globale pour la préparation de tous les événements. Oui, en fait, sur la partie hybride, on va avoir une préparation qui va être sans doute encore plus importante, effectivement plus complexe que simplement en présentiel et simplement en digital, puisqu'il va falloir penser étendre l'événement et donc les activations qu'on va avoir pour les participants. Et puis, on va devoir dire à nos exposants, si on est sur des éléments de salon, de se dire comment intégrer les personnes qui sont, elles, en distanciel. Et là, on peut imaginer des solutions comme une personne, un peu à la manière de ce que les îles Féroé ont fait. Pendant le premier confinement, ils ont mis à disposition des guides et, avec des applications et des caméras. Et en fait, le guide donc, portait une caméra et les personnes qui s'inscrivaient avec le guide pouvaient contrôler le guide et lui dire de prendre tel chemin, etc. Et en fait, on va sans doute pouvoir retrouver des personnes physiques, un peu des ambassadeurs, qui vont se déplacer, qui vont faire office d'écho aux personnes qui sont à distance. Ça peut être des choses qu'on va pouvoir retrouver sur
Et donc ça explique aussi la préparation qu'on va pouvoir retrouver, qui sera forcément plus complexe pour s'adresser et à la fois à une cible distancielle qui veut une réponse immédiate et à une cible présentielle qui n'est pas forcément dans une volonté de réponse immédiate, mais qui est dans une volonté de partage, d'échange et parfois de prendre le temps. Et en fait, on le voit déjà sur les événements hybrides, en tous les cas quand on va parler de voyage, où cette économie du marché du MICE va aussi changer par rapport à ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on va avoir moins de déplacements, mais on va avoir des participants qui vont rester plus longtemps sur le lieu de l'événement, dans le pays dans lequel ils arrivent. Et donc ça va changer. Donc moins de personnes qui se déplacent, donc du public à distance et des personnes en présentiel aussi. Donc il va falloir trouver des expériences qui soient forcément fortes. Et de fait, on va avoir des expériences qui sont très différentes les unes des autres. C'est une bonne introduction pour notre dernière clé. Notre dernière clé, on va en parler, puisque c'est la grande question du jour. Alors la grande question du jour, c'est comment intégrer le public à distance? Comment on fait? En fait, c'est comment intégrer le public à distance et le public en présentiel en même temps, en fait. Et l'idée, c'est d'arriver à intégrer des points de rencontre et des points de contact entre tous les participants. Tous les participants, c'est des participants présents en physique et des participants présents à distance. Alors, comment on peut faire ça? Il y a plusieurs solutions. Vous avez par exemple l'idée de créer un dispositif de visio dans des espaces communs. C'est-à-dire que vous allez prévoir, identifier sur votre événement physique un espace avec une caméra qui est connectée et le son spatialisé. C'est-à-dire, le son spatialisé, c'est un son, quand je vais arriver, je vais entendre le son, et quand je vais sortir ou m'éloigner, je n'entendrai plus le son. On va garder ces aspects-là pour les participants qui sont à distance. Et donc, on va créer ces points de rencontre. Ça veut dire aussi qu'il va sans doute falloir créer des temps d'échange et de partage, et donc des temps construits d'un point de vue contenu sur cet aspect-là. Le deuxième élément qu'on peut avoir, c'est de créer, par exemple, d'avoir la présence sur scène des participants présents en physique et d'avoir de l'interaction. On a pu le voir au Comintech, c'est effectivement la solution SparkUp. L'idée, c'est d'arriver à avoir des participants qui vont vraiment interagir avec les personnes qui sont présentes sur scène et les personnes qui sont présentes dans la salle. Bref, on intègre tout le monde, et ça, c'est sans doute des choses, ce côté mur d'image, mur de visio, c'est sans doute des choses qu'on va retrouver. Et pour le coup, les solutions techniques commencent à être vraiment adaptées, vraiment pertinentes sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à creuser davantage toute cette partie-là. L'idée, c'est vraiment de créer du lien entre la salle et les personnes qui sont à distance. Et il y a quelques exemples qui sont intéressants. Donc là, vous en voyez un. Et vous avez aussi, par exemple, cette expérience-là. Donc c'est le dernier défilé Louis Vuitton. Donc le principe, c'est que vous aviez des caméras, donc des webcams qui streamaient en direct à 360 degrés. Donc vous aviez du public qui était en présentiel, donc des Happy Few qui étaient présents sur place, qui voyaient le défilé en direct, et d'autres Happy Few qui étaient invités par la marque et qui avaient un code d'accès à leur propre webcam. Donc ils se connectaient à leur webcam et en fait comme ça, grâce à la 360 degrés, ils déplaçaient leur téléphone et ils pouvaient regarder en direct le défilé comme s'ils étaient assis dans un siège, positionnés au milieu des autres participants. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes, où on rapporte un peu de physicalité en fait dans cet événement digital, où il y a du lien. Vous voyez, on voit les autres personnes qui sont en physique grâce à cette caméra 360 degrés. Et puis ça apporte aussi quelque part un côté un peu ouvert, de se dire ça peut être aussi une caméra un peu subjective que je mette à certains endroits de ma salle pour permettre aux personnes qui sont à distance de regarder ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si on a une performance d'artiste, pardon. Je peux me connecter et regarder ce que l'artiste est en train de faire, même si je ne suis pas sur place. Je peux découvrir ce lieu et découvrir ce qui est en train de s'y passer. Et je pense qu'on peut aller encore plus loin. Oui, on peut aller encore plus loin. Et un des aspects dont on parle peu, mais qui est au final essentiel, c'est la question de la technologie et de la connexion. C'est-à-dire que sur un événement hybride, il va, au même titre qu'Agathe disait, il va sans doute nous falloir deux équipes. Une équipe projet sur la partie digitale, une équipe projet sur la partie physique, et peut-être même une double réalisation. C'est des choses sur lesquelles on va aussi pouvoir aller avec une double connexion.
et donc avec une connexion spécifique pour les personnes sur site, pour gérer et pour jouer avec cette interactivité, puisqu'on va en avoir besoin, et en même temps d'avoir une connexion pour pouvoir envoyer le stream dans les écrans des personnes qui sont à distance. Donc d'avoir les flux nécessaires et suffisants pour gérer tout ça. Donc cette première partie de connexion, elle est importante. Et puis après, on peut aussi aller vers des solutions. J'ai vu récemment un nuage connecté aux émotions et au cloud. C'est Floki.io qui fait ça, FLOKI.io. Et je trouve que réussir à réintégrer de l'émotion au cœur de nos événements, c'est ce que les participants recherchent. On est vraiment sur cette expérience. On ne nous voit pas forcément avec de la visio. Je pense qu'à un moment donné, la visio sur la partie événementielle digitale, enfin sur la partie événementielle hybride, il va falloir la mettre de côté à certains moments, d'accord, pour faire en sorte de ne faire vivre que des expériences très, très immersives. Et puis, si on pousse encore l'idée un petit peu plus loin, on va sans doute voir apparaître ce nous on appelle des doubles numériques. Dassault Systèmes dit des jumeaux numériques. En fait, l'idée, c'est d'avoir un lieu physique et le lieu digital qui est la copie parfaite, conforme de l'événement du lieu physique. D'accord ? Et ça, en fait, ce double numérique, il va permettre de retrouver, c'est ce que disait Agathe, cette physicalité. L'événement hybride, ça va être sans doute l'enjeu le plus important, de retrouver ce mouvement, cette physicalité. Donc ça va passer par notre réalisation dont on a pu parler et par les éléments de déplacement qu'on va permettre à chaque participant. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut intégrer forcément de la 3D, etc. C'est pas l'enjeu, il n'est pas forcément là. On peut travailler avec des prestats comme Work Adventure. Work Adventure, c'est concrètement, ou Global, ce sont des prestataires qui vont permettre d'avoir des espaces dédiés dans lesquels, moi, en tant que participant, je vais pouvoir me déplacer avec un petit avatar ou avec simplement mon portrait, comme quand je suis en train de communiquer avec Zoom, et je vais pouvoir me déplacer dans les différentes salles. D'accord ? Et donc ça va être quelque chose d'assez intéressant, de travailler sur cette notion de double numérique pour créer ces points de rencontre, ces points d'échange et retrouver pour les participants qui sont à distance, de se dire je me retrouve au même endroit que les participants en physique et je peux échanger avec du son, avec de l'audio, voire même avec de la vidéo, avec ces participants. Et là, on va se retrouver à avoir quelque chose de très engageant pour les deux publics parce qu'on va pouvoir les connecter les uns avec les autres. Encore faut-il qu'on ait des événements qui soient sans doute un peu repensés différemment sur la partie contenu. Ce qui va compter, encore une fois, c'est pas tant le contenu qu'on va avoir, le contenu va être important, mais c'est la manière dont on va délivrer le contenu, délivrer les messages qu'on a envie de passer. C'est intéressant, on peut regarder vos questions, parce que je vois qu'il y a deux questions qui se recoupent. Une question de Eloane qui nous pose la question de savoir quelle est la durée parfaite d'un événement hybride, ni trop long ni trop court, et qui se recoupe avec la question de Delphine. Delphine donc, qui a suivi la formation et qui nous confirme qu'un événement digital doit être 3 fois plus court qu'un événement présentiel. Mais qu'en est-il quand on parle d'événement hybride ? Donc c'est vrai qu'il faut penser cet événement hybride avec ces deux entrées. Cette entrée de temps de présentiel, donc on va avoir le temps d'échanger, on va avoir le temps de se rencontrer, on peut être sur des plénières plus longues, et puis ce temps compressé sur du digital. Donc c'est là où va falloir réfléchir sur des formats hybrides. Est-ce que dans notre plénière, on a un morceau qu'on propose en stream et qui est beaucoup plus dynamique ? Est-ce qu'on se dit, on a notre plénière qui est plutôt en présentiel le matin et on fait une V2 l'après-midi en digital et on profite d'avoir nos intervenants qui sont là pour qu'ils fassent par exemple des interventions dans des salles virtuelles directement connectées avec les gens à distance. Je pense qu'on peut commencer à travailler sur des sujets comme ça. Ouais, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est d'être capable d'apporter de la valeur aux participants qui sont présents en physique, de dire vous êtes venus, vous vous êtes déplacés. Et ça vient dans cette idée d'éviter la cannibalisation en fait, avec les événements, entre les personnes en physique et les personnes en digital. Et donc d'être capable d'apporter cette valeur, de dire le matin vous venez et si vous êtes déplacé, vous allez avoir un peu plus en termes d'expérience. Et ceux qui sont à distance vont avoir une expérience qui va être plus condensée, plus efficace peut-être dans les messages, mais en même temps c'est sans doute ce qu'elles viendront chercher sur la partie digitale parce qu'elles n'auront pas tout le temps disponible et elles préféreront développer le business, travailler sur d'autres éléments.
C'est ce qu'on retrouve aussi dans la question de Béatrice qui dit quand l'événement présentiel dure plusieurs jours, comment motiver les participants à distance? Ils se servent à la carte sur les sessions ateliers qui les intéressent, mais passent à d'autres activités entre-temps pendant que les participants en présence sont captifs. En fait, ça va passer sans doute par davantage de gamification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gamification sur la partie digitale, on commence à l'intégrer de manière beaucoup plus importante que ce qu'on avait sur l'événement physique. Et sur l'événement hybride, en fait, on va sans doute l'avoir à un niveau encore au-delà. Très clairement, je pense que les prestataires commencent à bien se former, à trouver des bonnes solutions. On n'est pas encore à un niveau, à mon avis, suffisant dans l'expérience de gamification, notamment principalement lié à des questions de plateforme et de développement techno. Mais c'est des choses vers lesquelles on va aller. Il y a sans doute des idées à aller réfléchir avec les plateformes de social VR, notamment, sur cette dimension de gamification et donc de création de contenu, de jeux, et de jeux notamment liés au contenu, de ramener, pourquoi pas imaginer, du reveal game, qui peut être une sorte d'escape game, pour les participants qui sont à distance et qui vont apprendre et générer ce contenu, et donc s'engager sur une durée un peu longue, puisqu'on peut avoir des temps de réponse qui sont dédiés, et pour avancer dans le jeu, il faut participer à tous les temps ou à une bonne partie des temps de l'événement. Et donc c'est là où on va pouvoir réussir à travailler des choses intéressantes, notamment avec des principes de matchmaking qui vont permettre de regrouper des équipes les unes avec les autres en fonction des centres d'intérêt, et de créer comme ça, de dire c'est pas la gamification pour la gamification, mais c'est la gamification pour donner envie de reparticiper et de poursuivre les conversations à l'issue de l'événement. Tout à fait. C'est une gestion du timing qui est très particulière, hein, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes formats. Donc c'est là où il va falloir aller chercher des formats un peu différenciants, où vous allez soit avoir des moments communs, soit avoir des moments séparés, et puis vous dire qu'est-ce que j'apporte comme valeur en plus, si mon souhait c'est d'avoir de la valeur et de valoriser mon présentiel, ou si mon souhait c'est de valoriser mon digital, quelle valeur je leur donne, comment je crée des moments un peu bonus, un peu spécifiques pour eux. Ça, c'est voilà, faut tirer les deux ficelles et savoir vers quoi on va. Et ça recoupe un peu la question de Matt, hein, qu'on salue, et qui dit deux équipes, une pour le digital, une pour le présentiel. Mais comment fait-on si le client a déjà du mal à payer une équipe? On est tout à fait conscient de ça, très clairement. C'est un peu notre quotidien, j'ai envie de dire, depuis quelques années. C'est comme on l'a vu au début de la session, c'est une question de niveau. C'est-à-dire que votre client, il a un budget, et en fonction de ce budget, vous allez pouvoir définir le niveau. On ne peut pas effectivement avoir un full hybride où on a une vraie expérience, donc un vrai événement digital, et un vrai événement présentiel pour le même budget avec une seule équipe. Déjà, en général, les équipes, elles sont surbookées sur un événement. Alors, si vous leur demandez de vraiment concevoir deux événements qui ont de la valeur au même niveau, c'est un vrai sujet. Donc, si on n'a pas le budget, si on peut avoir qu'une seule équipe, et si on peut effectivement gérer différemment son présentiel et son distanciel, faut savoir où est-ce qu'on met le poids du corps pour justement aller vers la meilleure proposition pour ce client et concevoir l'événement qui est le plus adapté à l'atteinte de nos objectifs. Oui, exactement. On va passer à la séquence d'après. Eh bien oui, c'est la séquence comment on fait. Alors, comment on fait? Alors, comment on fait de l'événement hybride? Alors, objectivement, il n'y a pas de formule magique, hein, on aimerait tous l'avoir et on aimerait pouvoir vous la donner aujourd'hui. Notre première approche, c'est de dire ça passe par forcément le fait de maîtriser le présentiel. Donc ça, on est tous aujourd'hui des professionnels de l'événementiel, plutôt présentiel à la base. Donc on en connaît les codes, on en connaît les leviers. Et c'est aussi d'être capable de maîtriser le distanciel. Donc l'événement digital, de maîtriser ses codes propres, ses leviers, son fonctionnement, pour justement commencer à jouer, à imaginer, à concevoir, à mélanger, à déstructurer. C'est vraiment en maîtrisant les deux qu'on arrivera à travailler sur du digital. Et c'est tout le parcours qu'on fait et qu'on propose depuis début janvier.
On a accompagné, grâce à la formation Digital, un peu plus d'une centaine de professionnels. Donc c'est notre grande fierté. On en est très content d'aider comme ça la filière événementielle à évoluer. On a des agences, on a des directions de la communication, des freelances, des lieux, des prestataires. Donc voilà, qui sont vraiment dans une démarche hyper positive, justement, d'évoluer, d'apprendre les nouveaux codes pour aller et permettre de toucher du doigt cette nouvelle créativité qui nous est offerte. C'est vrai que ça nous a un peu tombé dessus, ça a été un peu douloureux. Et puis aujourd'hui, cet événement digital, c'est aussi une très belle possibilité de créativité, d'imaginer des nouveaux formats qu'on n'a jamais fait, des formats qu'on va aller proposer à vos participants, qui vont aller les chercher, qui vont aller les étonner. C'est de casser un peu les codes, casser l'habitude qu'ils ont eue sur du présentiel. Donc voilà, c'est tout l'enjeu du digital, c'est tout l'enjeu de ce qu'on fait avec la formation Digital. Et le but, c'est qu'une fois que vous serez en mesure de bien maîtriser tous les codes du distanciel et du présentiel, c'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir créer de l'hybride et vous amuser avec tout ça pour arriver à créer des nouveaux formats. Tout à fait. Alors, ce qu'on vous propose, on a été posé des questions, et on va vous les poser tout de suite d'ailleurs. On a proposé à Lynn Atassi de nous rejoindre sur le plateau. Donc, je ne sais pas si Lynn est connectée. Est-ce que Lynn, tu es là avec nous? Alors, bonjour Lynn. Lynn, tu es donc responsable des relations publiques et des événements corporate de la FFT, donc la Fédération française de tennis. Et donc, on aimerait savoir, donc vous, en tant qu'entreprise, au-delà d'être une fédération, vous êtes aussi une entreprise, comment vous voyez justement cette année 2021 ? Est-ce que vous travaillez plutôt sur déjà du présentiel, sur du digital, sur de l'hybride ? Quelle approche vous avez par rapport à tout ça ? Alors, bonjour Agathe, bonjour Benoît, ravi de vous retrouver. On travaille différemment en tout cas qu'en 2020, puisque là on a été quand même pas mal pris de court et forcément nos événements un peu corporate, je sors évidemment Roland-Garros de mon propos, mais nos événements RP, on les a plutôt annulés. De fait, 2021, on prend une autre direction et on réfléchit vraiment hybride, effectivement. Le relationnel étant au cœur de notre métier de relations publiques, on a vraiment envie d'y parvenir au maximum. Alors, soit du relationnel virtuel ou du relationnel physique en présentiel, on essaye toujours de réfléchir nos événements hybrides. Mais avec ce postulat de se dire que à tout moment on peut passer en 100% digital. Notre réflexion se tourne vraiment de cette manière-là. C'est on va faire de l'hybride, on va avoir du présentiel au maximum, ou en tout cas on va en avoir. Il faut en avoir, mais si, et ça nous est arrivé fin janvier, on apprend un peu en last minute que ça se durcit et qu'on doit passer en 100% digital, il faut que l'événement vive et qu'il ne soit pas dénaturé ou amoindri dans sa résonance. Tout à fait. Je t'en prie, vas-y. Non, je t'en prie, bon. Vas-y. C'est vrai que je pense que on retrouve bien dans ce que tu dis les problématiques qui sont assez communes à l'ensemble des directions de la communication. Il y a ce besoin de se positionner. Aujourd'hui, on est encore dans une période d'incertitude. Et c'est là aussi où la réflexion hybride, elle a de l'intérêt. C'est de se dire, est-ce que je conçois un événement qui est full présentiel, mais qu'au dernier moment, je vais un peu le basculer en digital, mais du coup, l'écriture n'aura pas été prévue pour. Ou est-ce que je conçois du digital que j'essaierai de marche arrière, faire en présentiel si vraiment on peut. C'est vrai que c'est aussi ça l'intérêt de réfléchir à l'hybride, c'est de se dire, si j'ai déjà préconçu de vraies expériences, du coup, je vais pouvoir dégainer l'une ou l'autre. Donc c'est là où il y a un vrai sujet. Alors ça fait double boulot, on est d'accord. Oui, tout à fait, mais c'est un boulot nécessaire et je dirais même qu'au-delà du Covid, si un jour on en sort. Ça nous a ouvert aussi cette perspective du digital, de se dire que ça nous ouvre des portes, notamment sur l'international. Nous, on a beaucoup de cibles internationales, donc c'est vrai que c'est, je pense, pas quelque chose dont on se passera à l'avenir, même si évidemment on sera ravis de retrouver le présentiel. Et en fonction des budgets évidemment qui sont pas extensibles, on essaierait d'avoir cette dimension, cette réflexion néanmoins. Ouais.
Et du coup, on profite que tu sois là avec nous. Tu as suivi la formation Digital au mois de février, je crois. Donc, on voulait savoir, donc aujourd'hui, dans ton quotidien de communicante, qu'est-ce que ça a pu t'apporter ? Des réflexes, clairement des réflexes, une nouvelle façon de penser, être beaucoup plus digital-minded quand les briefs arrivent. Parce que mine de rien, j'ai aussi des clients internes finalement, je suis un peu comme une agence intégrée. Et quand des projets naissent ou des briefs arrivent, cette formation a permis de réfléchir tout de suite de façon digitale, alors qu'elle soit 100% digitale, hybride, voilà, ça dépend des projets. Mais on a retenu des infos clés pour nous, en tout cas, qui est la guerre de l'attention que tu mentionnais tout à l'heure. C'est vraiment primordial, surtout voilà, ça demande beaucoup de travail. Donc, si c'est pour finalement ne pas capter nos cibles, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on se disait quand ils s'engagent à venir en présentiel, alors évidemment il y a toujours du no-show, mais ils sont engagés, donc si on a une cible à peu près fidèle, on connaît à peu près le taux de no-show et on n'a pas trop de surprises. En revanche, c'est vrai que sur le digital, il est plus facile de ne pas se connecter ou de se déconnecter. Donc ça, c'est quand on crée l'événement, nous c'est quelque chose sur laquelle on s'attarde et cette formation nous a donné pas mal de clés pour justement repenser les formats, avoir des approches sur l'éditorialisation qui est très différente, sur le coaching, les interventions, etc. Et puis ça sert puisque on réfléchit actuellement là à un événement pour lancer Roland Garros de niveau 4. Donc, très bien, direct le niveau 4. C'est bien, faut être ambitieux. Ouais. Bon, super. Merci beaucoup, Aline, nous avoir fait ce petit retour d'expérience. Je vois sur mon timer jusque-là qu'il faut qu'on se dépêche, Benoît. Oui. Donc, on va peut-être passer directement au mot de la fin. Oui, effectivement, le mot de la fin. Déjà, un grand merci. Je pense que c'est le premier mot que j'ai envie de dire. Un merci à Olivier Thévenot au topage, à Debbie Jackson pour la gestion du chat, qui nous ont accompagnés, Aline Atassi pour sa participation. Voilà. Et en fait, c'est un vrai plaisir d'être entouré de professionnels, de retrouver... alors, on est habitué à faire des événements, mais en tous les cas, c'est toujours un plaisir de se retrouver et de partager en fait tout ce qu'on a à partager avec vous, que ce soit là, comme on le fait en live avec du webinar. Et l'idée, c'est qu'avec Agathe, ce qu'on se dit, c'est qu'on a envie de leur poursuivre ça encore et presque de se donner un rendez-vous tous les mois et demi, tous les 2 mois, sans doute tous les mois et demi, de retrouver un Digitalk avec sans doute les questions et les interrogations que vous aurez pu nous remonter, soit via les réseaux, soit via les mails qui sont actifs. Donc n'hésitez pas. Tout à fait. En tout cas, voilà, on espère qu'on vous a donné des clés de réflexion, des points de départ pour monter, travailler sur ces événements hybrides, que ça vous aidera. On va continuer à travailler sur ces questions et à partager nos réflexions. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre sur Committee, dans la news et sur les réseaux sociaux. Je vais finir avec un remerciement particulier pour nos partenaires. Donc, on a utilisé, et vous vous êtes tous connectés sur SparkUp, donc qui est un super outil d'interactivité qu'on a peu utilisé aujourd'hui parce qu'on avait un timing très très serré, mais vous avez beaucoup de choses à aller trouver en termes d'interactivité chez eux. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et tester surtout l'outil. Merci au studio Marois qui nous a permis ce magnifique décor, studio tout équipé que vous allez effectivement pouvoir venir décorer si vous le souhaitez, investir pour créer vos événements. Toute la partie technique, c'est géré par Match. Donc derrière, vous savez que c'est du solide. Donc merci à Match pour l'accompagnant, pour toute la régie, toutes les équipes qu'on ne voit pas malheureusement, mais qui sont là. On les remercie. Ils sont cachés derrière nous. Et merci au groupe Butard qui nous accueille dans ces murs. Donc voilà, on est ravis d'avoir fait ce petit point avec vous. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur SparkUp. On va laisser le mur de questions ouvert par mail, par réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. On reste en contact. On se dit à très vite. Bon après-midi. Merci beaucoup. À très vite pour un prochain Digitalk.